FIM. Il est 18h sur FIM FM, première sur l'info. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mamadou Boy Diallo. Il est 18h à Conakry. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre au compte de ce journal FIM Soir. Merci également de nous accompagner donc au compte de cette session d'information. À la une de ce journal, le mouvement syndical décide d'aller en grève générale face à l'échec des négociations tripartites pour l'augmentation des salaires. La décision a été prise ce mardi à l'issue d'une assemblée générale. Un préavis de grève a été déposé au ministère de la fonction publique, apprend-on. Le point complet de cette journée dès le début de ce journal. Au sommaire également, attaque de la maison centrale. La traque des fugitifs se poursuit. Des quartiers sont assiégés et leurs citoyens terrés. Cette situation préoccupe les organisations de la société civile et des droits de l'homme. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, manifestation contre le manque du courant à Koya, notamment dans le secteur Frigia du village. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour étouffer la dite manifestation. Et puis, l'invité de FIM Soir ce mardi est le docteur Ibrahima Sori Diallo, président du bloc de l'opposition constructive. Avec ce leader politique, il va être question de l'actualité, à savoir le préavis de grève du mouvement syndical et l'attaque de la maison centrale de Conakry. Voilà pour le sommaire, ou donc le schéma de ce FIM Soir. Soyez les bienvenus. FIM FM, le journal. Nous sommes mardi 7 novembre 2023. Merci de nous rejoindre. À l'entame de ce journal, Hawa Touré, la gazelle des ondes pour les intimes, a rejoint sa dernière demeure ce mardi à Conakry. Avant l'inhumation au cimetière Cameroun de l'ancienne animatrice dans la RKS, ses anciens collègues de la RTG, ses proches et connaissances lui ont rendu un dernier hommage à l'hôpital sino-guinéen. Ibrahim Ahmed Bari, ex-directeur général de la RTG, a indiqué avoir perdu une partie de sa personne à cause de sa proximité avec la défunte lorsqu'ils exerçaient le même métier et au même endroit. On l'écoute. Hawa Touré, au-delà du service, ne quittait jamais ma famille. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais le vin d'honneur de mon mariage, c'est Hawa Touré qui a été l'animatrice principale. Donc Hawa, c'est une partie de moi qui part et donc en ces moments de détachement, de déchirement, de séparation, je ne peux que le souhaiter le repos éternel. Nous lui garderons en souvenir dans nos cœurs et dans nos esprits. Elle peut être rassurée qu'elle a accompli sa part de mission parce qu'elle est restée dans l'esprit du public guinéen. Tout le monde connaissait la voix d'or que représente Hawa Touré, la gazelle. Paix à son âme, je souhaiterais à ce que tous les Guinéens s'associent à moi pour élever des ferventes prières pour le repos éternel de l'âme d'Hawa Touré. Paix à ton âme chérie, à très vite. Amen. Le symposium a été rehaussé de la présence de la ministre de l'Information et de la Communication. Après avoir béni pour le repos de l'âme de Hawa Touré, Aminata Kaba s'est adressée à la famille éplorée. On l'écoute. À sa famille, personne ne pourra remplacer votre mère, votre épouse, mais je pense que Dieu est là pour ça. Lorsqu'on perd un être cher, c'est Dieu qu'on implore pour qu'il nous donne la foi, qu'il nous donne la force d'accepter ce qu'il a fait. Personne d'entre nous ici ne savons quand est-ce que nous partirons. Chacun de nous ira un jour et je pense que nous souhaitons que là où nous irons sera plus haut qu'ici. Nous souhaitons réellement qu'elle puisse rejoindre toutes les belles âmes au paradis. Parce que la vie ici-bas n'est qu'éphémère. Je pense que c'est important de le retenir. Cette vie ici n'est rien. C'est douloureux de perdre un être cher, mais je pense que si chacun de nous ici, si nous savons, et c'est une certitude qu'on n'aura jamais, que c'est le paradis que Dieu va nous accorder, je pense qu'on priera tous de partir, et à l'instant même. Aminata Kaba, ministre de l'Information et de la Communication, à l'occasion du symposium organisé à la faveur de Hawa Touré, paix à son âme. On en vient à cet élément annoncé au sommaire, vers une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national. C'est en tout cas ce à quoi l'on se dirige finalement. Réuni en Assemblée générale ce mardi à la Bourse du Travail dans la commune de Kaloum, le mouvement syndical a décidé à l'unanimité de déposer les jours à venir un préavis de grève au ministère du Travail et de la fonction publique. Une décision qui fait suite au blocus dans les négociations tripartites, n'est-ce pas, Aboubakar Sidiki Kamara?
Lors des négociations tripartites en cours, le gouvernement a proposé au mouvement syndical 20% sur le salaire indiciaire, 50% sur l'indemnité de transport et 0% sur l'indemnité du logement. Une proposition jugée insignifiante par la classe ouvrière qui décide de passer finalement à la vitesse supérieure. Il faut qu'on soit réaliste. Nous restons concentrés. Indemnité de transport, 50%, indemnité de logement, 50%, la valeur monétaire du point d'indice, 50%. Si le gouvernement dit non, notre seul moyen de recours est la grève. Vive la grève! Désormais, le bras de fer est engagé entre le mouvement syndical et les autres partis. Les jours à venir, un préavis sera déposé au ministère du Travail et de la Fonction publique. Amadi Silla, secrétaire général de l'Union communale du SNE. A dit du congrès d'aujourd'hui, le préavis de grève ici sera déposé. Et quand le délai imparti sera écoulé, sans faute ici, la classe ouvrière ici ira en grève. Ça, c'est tous les secteurs publics, privés et mixtes. C'est par la mauvaise foi, sinon le gouvernement peut bel et bien accéder aux revendications du mouvement syndical, a fait remarquer le président de la commission des négociations tripartites, Abdoulaye Bari. Il y a l'argent, il y a plus de 7 860 milliards injectés dans la dépense du personnel. Nous avons découvert qu'il y a plus de 5 000 milliards qui n'étaient pas affectés sur les salaires. Reste à savoir si les autres partis vont fléchir suite à cette menace de grève du mouvement syndical. En tout cas, elles ont un peu de temps pour se décider. Et puis, aux dernières nouvelles, le mouvement syndical passe à l'action dans sa dynamique de déclencher une grève générale en Guinée face à l'échec des négociations pour l'augmentation des salaires. Et pour cause, les 13 centrales syndicales qui composent le mouvement ont rédigé le préavis de grève et déposé au ministère du Travail et de la Fonction publique. Le dépôt du préavis de grève par les syndicats marque une étape importante vers la grève générale si toutefois un compromis n'est pas trouvé à cet effet. C'est donc la dernière information à mettre à votre disposition. Dans l'actualité encore, après la tentative d'évasion à la maison centrale, la traque du dernier fugitif se poursuit. Certains quartiers de la capitale sont parfois assiégés et les populations terrées. La façon dont les opérations sont menées préoccupe des organisations de la société civile et des droits de l'homme. Rencontrées ce mardi par notre rédaction, elles invitent les forces de défense et de sécurité à élever le niveau du professionnalisme dans leur action pour éviter qu'il y ait des victimes collatérales. Sekou Diaté à Kamara. Samedi à Kalouma, puis à Samatran, à Manéa et ce lundi à Koléa et à Mafanko, de nombreux citoyens de ces quartiers ont souffert le martyre en marge des opérations de traque du colonel Claude Pivi qui continue, déplore Ibrahima Balaya Diallo, porte-parole du Forum des forces sociales. On est sûr qu'il y a une psychose qui s'est installée parce que les interventions à bien des égards sont excessives. Quand on rentre avec fracas dans les quartiers, mais les populations seront apeurées, ça va créer une certaine psychose. Aujourd'hui même d'ailleurs, on l'entend dans la ville, il y en a même qui n'osent plus sortir, qui disent que non, ils vont rester à la maison le temps que les choses se calment. Cette descente musclée des forces de sécurité par-ci ou par-là découle d'une situation préoccupante, commençant par rappeler le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique. Nous comprenons la gravité de la situation que traverse notre pays suite aux événements récents qui se sont déroulés à la maison centrale de Conakry. Et nous comprenons le défi sécuritaire que cela implique. Cependant, pour éviter qu'il y ait de nouvelles victimes collatérales, puisque les opérations de traque se poursuivent, Mamadi Kaba s'adresse aux forces de défense et de sécurité. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité d'élever le niveau de professionnalisme dans la traque du colonel Pivi et de faire en sorte que les populations civiles et les innocents n'aient pas de prix à payer. Les toutes premières victimes collatérales sur lesquelles la tentative d'évasion a débouché étaient composées d'un infirmier et d'une fillette de 6 ans. Ils ont été touchés par balle dans une ambulance samedi matin aux environs du pont 8 novembre alors qu'ils tentaient de rallier l'hôpital Ignace Dine en compagnie d'un accidenté. Le barreau de Guinée compte poursuivre le mot d'ordre de grève déclenché depuis plus d'une semaine. Ce malgré les démarches entamées pour obtenir l'arrêt de ce débrayage qui a empêché la reprise du procès du 28 septembre 2009 ce lundi. Joint ce mardi dans l'émission Mirador, le porte-parole du Conseil de l'ordre a précisé que ses collègues avocats ne reprendront le travail que le 13 novembre. Maître Gabriel Faya Kamano a réitéré la détermination du barreau pour faire payer le procureur par intérim de Koya son acte commis sur un de leurs. Décryptage Amadou Ribari.
En dépit de l'attaque survenue à la maison centrale de Koronti, les avocats ne comptent pas lever leur mot d'ordre de grève déclenché en soutien à l'avocat qui a été giflé par un procureur. Joint dans l'émission Mirador, le porte-parole du Conseil de l'ordre précise que malgré la médiation engagée, le débrayage continue. Pour vous rappeler que la décision de boycotter les audiences a été prise par une résolution de l'Assemblée générale des avocats. Et cette assemblée a prévu que le boycott se poursuive pour 2 semaines, ce qui fait que les audiences reprendront logiquement le 13 novembre prochain. Donc pour l'heure, nous continuons à observer le boycott et c'est l'occasion d'ailleurs de féliciter tous les avocats de notre barreau qui ont quand même observé ce boycott jusqu'à l'heure. Cette grève continue de paralyser les activités dans les cours et tribunaux du pays. Mais pour maître Gabriel Faya Kamano, le cas du procureur de Koya doit servir d'exemple aux autres magistrats. Il est bon de vous préoccuper des droits des plaideurs, des citoyens, mais aussi il faut vous préoccuper de la sécurité des avocats. Lorsque des cours et tribunaux deviennent des rings où on boxe des avocats, il y a de quoi s'inquiéter. Et aujourd'hui, nous vivons une insécurité totale. Vous l'avez vu avec les événements du samedi dernier. Sinon, comment pouvons-nous comprendre qu'une maison centrale qui est fortement gardée, que des inconnus puissent venir exfiltrer des détenus? Le porte-parole du Conseil de l'ordre regrette les événements survenus à la maison centrale de Koronti. Maître Gabriel Faya Kamano rappelle qu'il est du rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité de tous les Guinéens. Et puis restons dans le registre du procès des événements du 28 septembre 2009 qui pourrait reprendre le 13 novembre prochain. L'annonce de cette reprise intervient au moment où un des accusés, non des moindres, est toujours introuvable. Une situation qui suscite des interrogations chez plusieurs victimes et avocats concernés par le procès. Dans une interview accordée ce mardi à notre rédaction, certaines victimes insistent sur la poursuite des audiences après l'attaque de la maison centrale. D'autres souhaitent que la sécurité de tous les acteurs impliqués dans ce procès soit garantie par les autorités. Mbani Sidibé. Initialement prévu le 6 novembre dernier, le procès des événements du 28 septembre 2009 a été renvoyé au 13 du même mois. Mais le procès pourrait commencer sans la présence du colonel Claude Pivy, un des accusés dans le dossier du massacre du 28 septembre. Cette éventuelle reprise suscite des inquiétudes chez Mamadou Kali Diallo, une des victimes de ces événements douloureux. Le déroulement du procès avait commencé à rassurer. C'est clair que ces événements du 4 novembre nous posent de sérieuses inquiétudes. Le fugitif dont on parle n'est pas de moindre par rapport à la sécurité et même la sûreté des acteurs impliqués au procès, que des mesures soient prises par les autorités qui protègent les victimes. Dr Ben Youssouf Keïta est une autre victime qui a récemment donné sa version des faits. Cet homme politique pense que l'attaque de la maison centrale ne doit pas freiner la poursuite de ce procès. Il insiste sur la sécurité des victimes et des accusés. Tout ce que nous demandons en tant que victimes, que le procès continue. Les institutions guinéennes sont bien fortes pour résister et continuer d'assurer la sécurité et le déroulement normal du procès. Il faut que les accusés soient bien protégés afin qu'ils répondent sereinement et que nous sachions la vérité. Quant aux avocats de la défense, certains se disent préoccupés par la sécurité de leurs clients. Avant la reprise du procès, Maître Paul Yomba Kourouma souhaite que Toumba soit protégé. L'État doit se crédibiliser et cesser de se faire ridiculiser en certains aspects. Toumba, sa sécurité renforcée serait le meilleur parti à entreprendre pour la survie de ce procès et pour que vraiment le droit soit dit. Dans une de ses déclarations, le ministre de la Justice Garde des Sceaux a promis que l'État mettra tout en œuvre pour veiller à la sécurité de tous les acteurs impliqués dans ce procès. À Koya, des citoyens du secteur Frigiadi Village ont battu le pavé ce mardi pour réclamer le retour du courant électrique dans les ménages. Ils ont érigé des barricades et renversé des ordures sur la chaussée en bloquant la circulation avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Selon les informations recueillies sur place, cette localité est privée du courant électrique depuis quelques semaines. Ces manifestants disent avoir usé de tous les moyens pour que le courant soit rétabli dans leur secteur. Je vous propose d'écouter Mahawa Kamara, manifestante.
Mon fait na 2 semaines na Mike. Mon information yo c'est moi transfert à faire c'est. Awa so moi je ne pas que les manifestants va. Nous devons m'entendre sensibiliser na ala. Cela fait 2 semaines maintenant que nous vivons dans le noir et nous n'avons aucune idée concernant le retour de notre transformateur. Les jeunes du quartier avaient l'intention de manifester, mais je leur ai demandé de mieux s'informer d'abord. C'est ainsi qu'ils sont allés voir le chef secteur. À leur retour, ils nous ont confié que le courant reviendra le lundi. Alors que ce lundi est passé sans que le courant ne revienne, c'est pourquoi nous sommes sortis dans les rues ce mardi pour manifester notre mécontentement. Et puis ces allégations de cette manifestante sont rejetées par Mohamed Yari Kamara, chef secteur de cette localité. Il dit ne pas être informé du délestage du courant dans cette zone de Frigiadi. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamoudou Diakité. Nous avons demandé les manifestants pourquoi leur manifestation. Ils disent qu'il n'y a pas le courant dans leur zone, ça fait au moins 3 semaines. Pour certaines aussi disent 2 semaines. Mais en tant qu'autorité locale, nous ne sommes pas informés. Quand j'ai su leur manifestation, j'ai fait appel au chef de quartier lui demandant s'il a été informé au préalable. Il me dit qu'il n'est pas informé du tout. Mais par leur manifestation, nous avons fait la sensibilisation et se sont débarrassés pour l'instant. Je vais leur dire de se calmer, de rester derrière les autorités à leur tour aussi de faire mieux pour satisfaire la population. Voilà, c'était donc à l'instant Mohamed Yari Kamara, chef secteur du quartier Frigiadi zone, qui répondait donc aux questions de Mamoudou Diakité. En santé à présent dans ce journal pour parler des conséquences des accouchements à domicile sans prise en charge par un spécialiste. Cette pratique ancienne continue encore de faire des victimes. C'est le cas de Dame Mariama Doumbouya qui a perdu l'usage de ses pieds après un accouchement à domicile. Nous a informé ce mardi son époux. Interrogé sur la question, Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, est revenu sur plusieurs risques liés à cette pratique. N'est-ce pas, Mawaï Vassila? Âgée de 22 ans et mère de 3 enfants, Mariama Doumbouya a perdu l'usage de ses pieds après un accouchement à domicile. Aujourd'hui, elle est hospitalisée à l'hôpital Ignace Dine pour des soins. Alpha Madou Diallo est l'époux de la dame en question. Elle a accouché toute seule à la maison avec l'aide d'une autre personne qui n'est pas spécialiste. Et depuis ce jour, elle a perdu l'usage de ses pieds. Aujourd'hui, ça commence à aller, mais cela fait 4 mois que nous sommes à l'hôpital. Elle n'a toujours pas marché. Elle ne peut pas s'arrêter d'elle-même d'abord. Un accouchement à domicile sans prise en charge par un spécialiste peut engendrer plusieurs conséquences de la vie d'une personne qui donne vie, comme l'explique Dr Moussa Fofana, médecin généraliste. Le saignement postpartum peut être dû soit à une rétention d'un débris placentaire, donc on n'a pas fait la délivrance en temps, mais s'il y a des débris placentaires, l'hémorragie peut continuer et comme ceux qui le font à domicile n'ont pas la formation nécessaire, la femme peut se vider de son sang. Si elle n'est pas prise en charge à temps, cette situation peut entraîner une paralysie chez la femme. Dans le pire des cas, elle pourrait y laisser sa vie et celle de son bébé. La femme peut avoir des problèmes d'usage de ses jambes, des membres inférieurs après l'accouchement. La raison elle est bien simple, c'est que pendant l'accouchement, le fait de faire des pressions au niveau du ventre sur la femme poussée pour que l'enfant sorte et la façon de s'écarter pour que réellement l'enfant puisse avoir le passage. Si c'est pas un professionnel qui sait ce qu'il faut faire, ça peut porter dommage, ce qui fait que généralement il peut y avoir un problème de paralysie. Par ailleurs, ce médecin généraliste conseille toutes les femmes enceintes de suivre les consultations prénatales pendant les 9 mois de la grossesse et toujours accoucher à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Les citoyens sont donc invités à faire recours aux spécialistes pour l'accouchement de leurs femmes. Direction l'intérieur du pays pour parler sécurité, précisément dans la ville de Sigiri. Là-bas, un corps a été retrouvé lundi à Pombanda, dans la commune urbaine. Il s'agit de Mamadi Fofana, la vingtaine qui souffrait d'une dépression mentale. Selon le constat fait par le médecin légiste, la victime aurait subi un traumatisme crânien. Mariamba.
C'est une autre découverte macabre qui a eu lieu ce lundi dans la commune urbaine de Sigiri. Selon nos informations, la victime est un déréglé mental connu dans le quartier de Pombada où il habitait avec sa famille. Dr Abdoulaye Bassirou Kandé, médecin d'appui au service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital préfectoral de Sigiri, revient sur cette découverte. Vers les 7 heures passées, j'ai reçu l'appel de la brigade de recherche, précisément Arjancef Fokandas Keita, concernant la découverte du corps d'un jeune à Pombada. Donc j'ai informé monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Sigiri, maître Kindi Baldé, sur les faits. Il a ordonné de se rendre sur le lieu, voir réellement ce qui s'est passé, d'ouvrir une enquête. Après l'autopsie, le médecin légiste annonce une mort suspecte, car la victime présentait des lésions importantes caractérisées par l'épistaxis qui était également accompagnée d'autres signes. Dr Abdoulaye Bassirou Kandé. Quand on a examiné le corps, on n'a pas vu des traces de la tête aux pieds, mais une lésion très importante qui est l'épitaxis, c'est-à-dire le sang coulait au niveau des narines. Mais l'épitaxis était associé à d'autres signes qu'on appelle presque les jeux de Rangoon, une exophthalmie presque, qui veut dire que celui qui a trouvé la mort a subi un traumatisme crânien par un agent contondant, comme si quelqu'un le frappe comme ça sur la tête. La commune urbaine de Sigiri est devenue le terreau fertile de l'insécurité. S'agissant des cas de mort, aucun jour ne passe sans qu'il n'y ait des victimes, soit suite à des éboulements ou des assassinats. Quel avenir pour le textile africain? La question était au centre d'une conférence de presse ce mardi à Conakry. C'était en prélude de la 9e édition du Salon international du textile africain CITA qui démarre ce mercredi à Conakry. Au cours de cette conférence, le secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a rappelé l'importance de cet événement pour les pays africains. On écoute Faya François Bournou. Le Salon international du textile africain est un outil de développement. Ce n'est pas un simple événement de fête. Un outil de développement parce que toutes les activités qui caractérisent ce salon sont des activités qui impactent directement le développement économique des pays africains. Vous avez cette conférence qui est une activité scientifique qui va permettre pendant quelques minutes, je dirais des heures, aux professionnels de partager des expériences, des bonnes ou mauvaises pratiques, des cas pratiques ou des modèles de certains pays et des réflexions très enrichissantes qui vont permettre à l'Afrique de se doter d'instruments efficaces pour labelliser notre potentiel lié au textile, mais également tous les savoir-faire associés à ce potentiel. Ces réflexions deviendront des outils de politique publique, des outils d'orientation des programmes et projets de développement de la filière textile en Afrique. 42 pays africains ont pris part à cette conférence qui avait pour thème la labellisation, vecteur de lutte contre le piratage dans l'industrie du textile africain. Au cours de son intervention, le commissaire général du Salon international du textile africain a rappelé l'intérêt de la labellisation des textiles pour les pays africains. On écoute Abdoulaye Mossé. La labellisation vecteur de lutte contre le piratage dans l'industrie du textile africain constitue un SOS pour sauver une souche de l'industrie du textile africain en voie de disparition. La labellisation est déjà largement utilisée dans d'autres secteurs tels que l'agroalimentaire ou l'électronique et a prouvé son efficacité dans la lutte contre le piratage. En labellisant les produits textiles africains, nous pourrons non seulement valoriser leur qualité et leur originalité, mais aussi protéger nos entreprises et nos créateurs contre les contrefaçons. La conférence internationale est le foyer de la réflexion féconde devant aboutir à la formulation d'outils performants à mettre au service des acteurs de la filière pour un développement harmonieux de leur business. De la culture au sport, il n'y a qu'un petit pas. Alors, à présent, on va parler sport. Dans ce journal, le sélectionneur du Sili national, Kaba Diawara, a dévoilé une liste de 23 joueurs pour les 2 premières rencontres des éliminatoires du Mondial 2026. Plusieurs joueurs font leur retour en sélection et l'arrivée d'un petit nouveau est enregistré dans le groupe. Mohamed Beneba Bari plutôt nous donne beaucoup plus de détails sur la liste du sélectionneur guinéen Kaba Diawara.
À quelques jours du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur du Sili national, Kaba Diawara, a dévoilé une liste de 23 joueurs pour affronter l'Ouganda et le Botswana lors des 2 premières journées des éliminatoires. Sur cette liste, on note les retours de Naby Keita, Mohamed Bayo, Julien Janvier, Mori Konaté, Mohamed Ali Kamara. Le latéral droit de Boluspor en Turquie, Nabi Youssoufou Laré, auteur d'une bonne saison avec son club et crédité d'un excellent tournoi à la Coupe d'Afrique des Nations U23 au Maroc, a été appelé pour la première fois. Par contre, toujours pas de Madi Kamara, en fois avec le sélectionneur Kaba Diawara. Le milieu de l'Olympiakos, qui bénéficie d'un temps de jeu conséquent avec son club, attendra encore avant de connaître une nouvelle convocation au sein du Sili national de Guinée. Morlaye Sylla Daruka au Portugal n'a pas été convoqué également. Le deuxième capitaine du Sili national, Isiaga Sylla, enquiquiné par les pépins physiques ces derniers temps, est indisponible pour 3 semaines avec son club de Montpellier. La Guinée affrontera l'Ouganda le 17 novembre au Maroc. Les Guinéens recevront les crânes au stade de la Renaissance sportive de Berkane avant de se déplacer le 21 novembre à Gaborone pour y affronter le Botswana. Voilà, donc c'était le reportage signé Béné Barry sur la sélection nationale. Donc la liste a été dévoilée par le sélectionneur Kaba Diawara. À présent, on va poursuivre Film Soir, la page invitée de ce journal. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Mamadou Boy Diallo. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Allez, l'invité de Film Soir ce mardi est le docteur Ibrahima Sory Diallo, président du bloc de l'opposition constructive. Avec ce leader politique, il va être question de l'actualité, à savoir le préavis de grève du mouvement syndical et l'attaque de la maison centrale de Conakry. Docteur Ibrahima Sory Diallo répond aux questions de Ali Sylla. Bonsoir, docteur Ibrahima Sory Diallo. Bonsoir. Docteur Ibrahima Sory Diallo, finalement, le mouvement syndical décide de déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement. Quelles peuvent être les conséquences d'une grève aussi, il y en aura sur le processus électoral? Bon, la grève n'est pas bien à cette phase, dans la mesure où il faut noter que le pays traverse une transition, et une transition encore dont il y a beaucoup d'activités qui sont mêlés, et nous pensons que les syndicats et le gouvernement devaient s'entendre pour augmentation des salaires des travailleurs. Mais ça fait 3 mois quand même que les discussions se poursuivaient, mais pas d'entente. À qui la faute sincèrement? Bon, on ne peut pas infliger la faute à Paul ou Pierre, mais c'est que vous savez, si vous demandez l'augmentation des salaires et que le gouvernement n'est pas à mesure de le faire par rapport à beaucoup de raisons, c'est de s'entendre, voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse dénouer la crise. Mais on ne peut pas reposer ça sur la faute du gouvernement parce que c'est un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition n'a pas une planification budgétaire préétablie. C'est que c'est un coup de force qui est venu et qui est en train de s'équilibrer. Dans les finances publiques, il est important de réitérer qu'on doit aller avec taxes et diplomatie. Ça facilite la chose. Si vous demandez 100%, quand 50% est obtenu pendant une période transitoire, vous acceptez et on avance. Mais quand même, le gouvernement n'a pas accepté de donner les 50%. Le gouvernement n'a accepté que les 20%. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les autres ont demandé 100%. C'est pas une mauvaise foi? Bon, écoutez, vous savez, nous tous, on a de l'intérêt quand on augmente. C'est vrai. On est fonctionnaire, mais il faut quand même regarder ce qui est faisable. Si vous demandez 100%, vous obtenez 20%. Demandez qu'on vous le complète à 50%. Comme ça peut aller. C'est des négociations. L'affaire de l'augmentation de ces salaires, c'est des négociations. Vous avez dit tantôt que le gouvernement et les autorités de la transition n'ont pas d'argent. Vous vous basez sur quoi pour le dire? Moi, je ne vous ai pas dit qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai vu qu'ils sont venus dans un budget qui n'était pas préétabli. Dans le coup d'État, vous savez que quand vous prenez un coup de force, il y aura des pillages rapides des fonds. Donc l'essentiel est de ramener les gens à faire l'équilibre séculaire pour que les fonds se stabilisent. Pendant la période-là, je crois bien que l'État doit fournir de l'effort pour répondre à la sollicitation des autres à moitié au moins. Voilà. Donc, mais je n'ai pas dit que l'État n'a pas d'argent. L'État a bel et bien d'argent, mais l'argent que l'État a, ce n'est pas un budget qui a été
prévu d'après une loi de finances initiale. Monsieur Diallo, nous savons que vous avez plusieurs fois participé à des négociations, bien entendu au sein de l'opposition guinéenne. Pensez-vous que les 10 jours de préavis donnés par le mouvement syndical peuvent vous permettre à l'État à revenir à de meilleurs sentiments? Bon, certes que nous avons pas mal de soucis par rapport à notre pays à cette phase. Faut pas qu'une crise syndicale aussi nous envoie à une autre phase de l'histoire de notre pays. Je crois que le gouvernement doit rapidement remonter le montant qu'ils ont proposé, et même ils savent que 20% se peut. Il faut qu'ils remontent rapidement et que les syndicats aussi acceptent quand ils augmentent un peu. C'est comme ça. Donc c'est des négociations, mais il ne faut pas fermer la négociation. L'actualité, c'est aussi l'attaque de la maison centrale par un commando où il a réussi à faire sortir les accusés du premier plan dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009. Comment votre coalition réagit à cette actualité? Bon, nous demandons que les autorités actuelles, les autorités qui dirigent ce pays, de mener des enquêtes pour retrouver les coupables liés à cela. Donc nous ne faisons pas trop de commentaires dans la mesure où c'est un petit problème carrément judiciaire et la justice est en train de faire son travail, et nous estimons qu'il y a eu déjà des avancées parce que certains ont été arrêtés et retournés à la maison centrale, et puis les autres sont en cavale qu'on est en train de rechercher. Nous pensons que de jour à jour, les autorités de la transition vont nous éclairer sur les aboutissements de ce problème. Merci, Dr Ibrahima Sory Diallo, d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Grand merci à Ali Silla et son invité. C'était donc la page invitée de ce journal. C'est la fin donc de ce film soir, conduit du côté de la technique par le duo Salematou Diariouba et Saramba. Merci pour votre fidélité. Nos programmes continuent sur Film FM.